C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. Tiepolo, Éric d'Outrebente. Eh bien, bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans C'est notre affaire, donc, je reçois monsieur Éric d'Outrebente. Vous êtes président du comité de surveillance, donc, de Tiepolo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour répondre à nos questions, car les auditeurs vous connaissent. Vous avez déjà participé à cette émission. Alors, je vais simplement rappeler que Tiepolo est une société de gestion de portefeuille privée et indépendante. Vous conseillez vos clients sur le long terme. Vous les attirez plutôt vers des sociétés cotées en bourse en France, en Europe et aux États-Unis et qui créent de la valeur dans la durée. La particularité de Tiepolo est de délivrer des conseils personnalisés et des prestations sur mesure, donc adaptées au désir de chacun de vos clients en fonction de sa situation et de ses attentes. Alors, nous allons aujourd'hui parler un petit peu de l'actualité. Parce que j'ai relu votre lettre d'information qui est disponible à tout le monde sur votre site internet, voilà. Absolument. Et donc j'ai vu que vous aviez fait une prédiction en janvier pour un premier trimestre 2023 de reprise. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer comment vous vous êtes pris, parce que c'est quand même important si on vient chez Tiepolo parce qu'on a envie d'investir, c'est pas mal que vous ayez fait des prévisions qui se sont réalisées. Alors vous avez dit prédiction, puis maintenant prévision. Oui, alors pardon. Je n'aime pas les faux prophètes. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est on fait notre travail en équipe et on essaye de vraiment choisir des titres de qualité pour longue période. Après, il y a des éléments qui interviennent sur des éléments macroéconomiques ou des éléments monétaires, des événements liés au taux d'intérêt qui influent. Alors pourquoi on était optimiste ? D'abord parce qu'on est toujours, je pense qu'il faut plutôt dans cette période être peut-être un peu pessimiste sur la situation, si on veut prendre des lunettes noires, mais il faut toujours être optimiste dans l'action. Parce que sans ça, on ne fait rien. On ne fait rien, on n'espère rien, on ne croit rien et on ne partage rien. Donc vous avez compris que ce n'était pas du tout notre schéma. Tout à fait. Et donc je me rapproche très bien des fondamentaux que nous partageons. Après, les éléments que nous avions, c'est l'aspect chinois. C'est-à-dire que la réouverture de la Chine qui était prévue, après plusieurs années de difficultés à cause du Covid, à cause de la baisse des chiffres du PIB, mais il faut bien voir que le PIB du monde en 2023 prévu, c'est 2,8% environ. La Chine, c'est quand même 5,5%. Donc, on voit très bien qu'il y a ce qu'on appelle de l'upside, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de progression. Et on sait très bien que la Chine reste un des PIB les plus dynamiques avec l'Inde. Oui. On ne parle pas très souvent de l'Inde, mais c'est vraiment très important. C'est quand même aujourd'hui la plus forte population dans le monde avec une démographie qui pourrait faire pâlir aussi bien les Japonais, mais aussi que les Français. Donc, il faut être très réaliste là-dessus. Donc, il y avait cet aspect chinois qui est intervenu. Après, il y a l'aspect lié à l'inflation, puisque on sait très bien que l'inflation... Alors, quand c'est en bas, on dit ça va s'effondrer. Quand c'est en haut, on dit ça va exploser. Non, l'inflation est en train de se calmer, heureusement. Évidemment, le marché directeur et le marché américain, il faut suivre ce qui se passe sur le marché américain. Vous savez très bien que l'inflation est un peu biaisée parce que les Américains, grâce aux investissements qu'ils ont faits, ou à cause, ou malgré, ça dépend sur quelle planète on est, tous les investissements qu'ils ont faits sur le pétrole, les gaz de schiste et compagnie, aujourd'hui, ils profitent magnifiquement de leur autosuffisance sur le pétrole. Et pendant ce temps-là, les Européens sont prisonniers à cause des histoires ukrainiennes et russes. Donc c'est un autre sujet un peu compliqué, mais bon, il y a l'aspect inflation, matières premières, et puis il y a surtout les sociétés, car chez Tiepolo, nous sommes vraiment polarisés par les sociétés. Quelles sont les prévisions que vous pouvez avoir sur les sociétés ? D'abord, sont vraiment les hommes, ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, mais c'est les hommes, les dirigeants qui font la valeur des sociétés, qui ne peuvent jamais faire sans les salariés. Et aujourd'hui, on a des publications de chiffres d'affaires et de résultats, puisque je rappelle, on était au mois de novembre, donc on n'avait pas les résultats et chiffres d'affaires de 2022. On les a, et 70% des publications étaient supérieures aux attentes
Donc, vous voyez que tout le monde mettait ses lunettes noires parce que tout le monde était toujours avec les mêmes sujets. Mais ce qui est important, sont les chiffres et ce que réalisent les sociétés. Donc, même s'il y a eu le Covid, même s'il y a eu l'invasion en Ukraine, même s'il y a eu... Mais exactement. Oui, mais ça y est, voilà. Donc maintenant, c'est des positions qui risquent de durer longtemps. Alors, je suis pas du tout un prophète je suis jamais un prophète, même sur les aspects géopolitiques. Mais il y a des perturbations. Mais je pense aussi on fait porter le chapeau pas mal à l'Ukraine et la Russie au lieu de continuer des réformes structurelles. Je parle que de l'Europe. Et puis de gérer des véritables problèmes structurels, géopolitiques, ou liés à la population, liés à l'abaissement du niveau de vie, liés à plein de choses, ou à l'éducation. Donc c'est toujours facile d'avoir... Mais on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Mais oui, puis c'est plus confortable parce que c'est un peu plus loin que dans nos plates-bandes. Alors, est-ce que vous faites une petite évaluation, on va arrêter avec les mots, une petite évaluation pour les trimestres qui arrivent là et cette année 2023. Là encore, on voit que donc après les publications des chiffres d'affaires et des résultats 2022, nous sommes sur les prévisions 2023 et nous avons la chance de voir beaucoup de sociétés. On est une équipe de gérants analystes avec des analystes qui gèrent les fonds, les différents fonds que nous gérons et qui sont vraiment qui vont voir les sociétés. Surtout qu'on a un fonds Tiepolo PME qui est très proche des petites et moyennes entreprises. Donc c'est plus facile d'avoir du ressenti et d'avoir que quand vous êtes dans une énorme société qui est très suivie. Donc là, on voit très bien que les sociétés aujourd'hui continuent de faire des efforts et liés à donc des efforts de productivité, des efforts aussi liés à leur exposition internationale. Donc il y a beaucoup de choses qui se font parce qu'en France, on a quand même beaucoup de chance d'avoir plein de sociétés françaises et familiales et des sociétés internationales qui font vraiment bien leur travail. Alors sachant qu'aujourd'hui, à chaque fois, la difficulté que nous avons, mais que nous avons, je dirais, au quotidien, que ce soit un expert comptable que j'ai vu hier soir, ou que ce soit un notaire ou une entreprise dans un secteur comme l'agroalimentaire, tout le problème, c'est l'emploi. Donc, c'est l'emploi. C'est vraiment, c'est quand même un mystère, mais je crois que c'est en amont, c'est lié à l'éducation, à la formation, même s'il y a eu les contrats d'apprentissage qui ont été un peu boostés. Donc, ce qu'on regarde, nous, aujourd'hui, on continue d'être obsédé par les sociétés, par les résultats, et il y a plein de sociétés où ça se passe bien. Alors, malgré quoi ? Malgré le sujet qui est évoqué par tout le monde, c'est l'inflation et l'effet sur les prix. Mais ça, on s'aperçoit que déjà, il y a des prix qui ont baissé, que ce soit sur l'énergie, sur le packaging, mais c'est pas encore dans les cours. Et puis après, il y a des bases de comparaison. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une vision longue, parce que si vous avez une vision très court terme, vous investissez pas sur longue période et vous faites ce qu'on appelle du market timing, c'est-à-dire vous achetez un titre, vous le revendez 3 jours après, 8 jours après, et ça c'est destructeur et c'est pas du tout cohérent par rapport à la vision de l'investissement. Et je dirais presque par rapport à la parabole des talents. Le talent, ça se fait pas 1 à 5, ça se fait pas en quelques minutes, ni en quelques jours. Donc voilà, donc je pense que alors après il peut y avoir une volatilité, il peut y avoir un élément géopolitique qui vient perturber les marchés. Mais continuer de travailler en équipe pour bien appréhender les entreprises et surtout que l'exposition en actions, par exemple, ou en obligations, parce qu'aujourd'hui les taux d'intérêt ont remonté, donc vous avez des rendements obligataires qui n'étaient pas du tout ce qu'on avait il y a encore 1 an et demi. Donc ce qui est important, c'est bien connaître le client pour adapter l'investissement par rapport à la vision des clients, la vision patrimoniale. Ce qu'il a, ce qu'il recevra, ce dont il a besoin, comment il va vieillir. Voilà, tous ces aspects-là qui sont très importants pour bien déterminer l'horizon de placement et puis le risque. Et est-ce que la volonté du gouvernement de réindustrialiser peut avoir un impact à moyen terme, à long terme? Parce qu'on entend beaucoup parler de ce mot, réindustrialisation de la France. Vous pensez qu'on peut... Oui, alors c'est par vague. Parier. C'est par vague, ce sujet-là. La difficulté, c'est il y a les paroles, puis après, il y a les actes. Donc, regardez ce qui s'est passé sur le marché américain avec la fameuse mise en place de l'IRA. Donc l'IRA, alors, on parle de l'IRA, mais les gens ne savent pas très bien comment ça se passe. C'est une volonté... Alors, ça n'a pas commencé sous Biden, donc c'est des tirs longs. Les Américains ont une vision longue, ce que nous n'avons pas toujours, nous.
Et donc ça a commencé sous Trump. Et Trump, il voulait redonner aux Américains leur fierté. Même si c'est très controversé, je ne parle pas de politique, je parle simplement des aspects économiques. Bon, alors aujourd'hui, c'est mis en place, et puis Biden en profite de ces aspects-là. Mais il faut aussi à chaque fois qu'il y a des mises en place comme ça de plans, il faut bien savoir qu'une bonne partie des réindustrialisations, pour reprendre votre sujet, il est lié à des efforts liés aux États. Donc, dans les articles, on vous parle très souvent on fait cocorico sur la réindustrialisation, l'accueil de telle société étrangère qui vient pour faire telle super usine de batterie ou autre chose, mais il faut regarder quels sont les efforts qui sont faits par les États. Donc, aux États-Unis, les éléments que nous avons, ça peut varier entre 25 et 40%. Donc, c'est très important. Donc, quand vous parlez de milliards, c'est-à-dire que l'État, alors l'État, la région, le land, l'État fédéral, mais il y a quand même des aides importantes. Donc, d'abord, nous sommes en retard par rapport à ce qu'ont fait les Américains, mais ça, c'est un grand classique. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours les éléments chiffrés pour savoir quelles sont les aides qui sont accordées. Alors, c'est mieux d'être pour l'industrialisation et qu'il y ait des choses qui vont se réaliser, mais il y a un problème aussi lié à l'emploi. C'est que réindustrialiser, c'est bien, mais si on n'a pas fait les efforts sur l'éducation, sur les aspects liés par exemple au chômage, où il y a encore trop semble-t-il, par rapport à d'autres pays, moi c'est pas un jugement personnel, c'est vraiment, aujourd'hui les aides sont quand même d'une manière très importante, et il faut peut-être que le pays que tout le monde se remette au travail. Mais le travail, c'est peut-être plus à la mode. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. L'évolution des mœurs et des temps fait que... Oui, c'est pour ça qu'on a parlé de revenu universel, etc. Voilà. Enfin, c'est une question extrêmement vaste. Alors, j'aimerais revenir sur un autre sujet qui a assez peu à voir finalement, parce que, toujours dans cette lettre que j'ai lue, vous dites qu'il faut que l'on investisse depuis le plus jeune âge. Alors, pourquoi est-ce que mon enfant de 3 ans, d'un seul coup, c'est d'ailleurs, petite parenthèse un peu en forme de plaisanterie, c'est pas pour encourager le travail, ça, d'avoir déjà arrivé à l'âge préadulte avec un portefeuille tranquille. Alors, d'abord, il faut s'adapter par rapport à la personne, au foyer fiscal et à l'argent que vous avez. Donc, il faut que ça soit personnalisé et adapté. Après, pourquoi on dit qu'il faut investir depuis le plus jeune âge? Ça dépend des moyens que vous avez. Je vois trop de gens qui sont âgés, qui n'ont pas été habitués à donner. Ils n'ont pas été habitués à donner ni à leurs enfants, alors qu'il y a des choses simples à faire tous les 15 ans ou tous les 10 ans, ça dépend en plus des modifications fiscales et du timing. Vous pouvez donner à vos enfants, et des gens qui n'optimisent pas sur cet aspect-là. Vous pouvez donner à vos petits-enfants aussi. Donc, quand nous parlons du plus jeune âge, c'est que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a été gâté par la Providence ne donne pas à ses enfants, parce qu'ils ont peur de manquer. Donc, il faut habituer les gens à donner. Alors, pourquoi dès le plus jeune âge? C'est que vous pouvez très bien... Donc, je prends des gens qui ont un peu de moyens, donner... alors, il y a des déclarations à faire avec des documents CERFA, mais c'est très Bien simple. sûr. D'où l'intérêt d'avoir des gens comme Tiepolo, où on tient, voilà, on n'hésite pas à remplir des CERFA pour le client, à les aider, leur dire quelles sont les modalités. Parce que c'est bien de parler, ce qui est important, c'est d'agir, donc, et de simplifier la vie du client. Il faut faciliter la vie du client dans ce monde qui est quand même de plus en plus complexe. On vous parle beaucoup de simplification, mais quand je vois les déclarations d'impôts que nous remplissons aujourd'hui, elles sont quand même devenues de plus en plus complexes. Bon, je referme la parenthèse, nous en reparlons peut-être tous les... Donc, pourquoi investir pour le jeune âge? Parce que ça vous permet... Vous pouvez donner de l'argent aux petits-enfants, faire ce qu'on appelle un pacte adjoint, donc obliger les petits-enfants à pas dire à leurs grands-parents je me moque de vous, et à 18 ans, retirer l'argent et d'acheter une moto et d'avoir un accident de moto et devenir hémiplégique. On peut faire un pacte adjoint qui bloque ces sommes en disant tant que vous n'avez pas 30 ans, par exemple, vous ne pouvez pas disposer de votre argent. Sauf si vous achetez votre résidence principale, sauf si vous créez une entreprise. Donc, il y a des cas.
Et après, ce qui est important, c'est la volonté de celui qui donne. Donc ici, vous avez 21 ans, votre grand-père vous a donné de l'argent. Je vais prendre les tranches, les montants les plus élevés. Hein. Je prends les extrêmes. Là. Donc si vous avez donné plus de 30 000 euros à chaque petits-enfants, vous êtes deux, vous prenez 60 000 euros. Donc on est en train de parler de gens avec des moyens non négligeables. Mais je vous donne toujours l'extrême le plus haut. Et après, tout le monde s'adapte par rapport à ses moyens, à sa fortune. Eh bien, les 60 000 euros sont devenus, 15 ans après, je donne un chiffre, 150 000 euros, 200 000 euros. Il suffit d'aller voir votre grand-père, votre grand-mère, ou vos parents qui ont été en représentation d'eux. Et puis, voilà, ça vous permet d'avoir un apport. Tout à fait. Alors, il ne faut pas, par rapport à la paresse que vous évoquiez tout à l'heure, ou au risque, quand un enfant reçoit ça, il faut que ça soit un apport et qui prenne par rapport à son salaire et qui ne s'amuse pas à moins dépenser d'argent dans son logement, donc il peut acheter peut-être plus grand, mais que la partie normale qu'il aurait investie dans le cadre d'une location, cette somme-là, il le met dans un remboursement d'emprunt. C'est ce qui peut être contenu dans le pacte adjoint, par exemple ? Oui, le pacte adjoint, ça vous permet de faire en sorte que le gamin ne prenne pas l'argent à 18 ans et 3 jours en disant voilà, je m'occupe pas de ce que vous m'avez dit et je fais n'importe quoi. Voilà. Donc tout ça, ça a besoin de conseils, ça a besoin de personnalisation, mais voilà, les enfants et petits-enfants, c'est quand même la plus grande richesse que l'on a sur Terre, ce sont ces enfants ou ces petits-enfants, me semble-t-il. Vous avez raison, en tout cas, je le pense, moi aussi. Et ce type d'ailleurs de conseil est cohérent par rapport à la philosophie de Tiepolo, puisque vous travaillez sur le long terme. Voilà, puis on aime bien la transmission. Alors, nous allons marquer une petite pause musicale avant de reprendre et nous allons écouter le fameux air qui est comment dire, pas le générique, mais l'indicatif. L'indicatif. Si vous appelez Tiepolo, vous tomberez sur cet indicatif. Voilà. D'Outrebente, vous êtes le président du comité de surveillance de Tiepolo. Tiepolo, qui est une société de gestion de portefeuille et qui adapte ses conseils à son client. Voici résumé qui je reçois aujourd'hui dans C'est notre affaire. Alors maintenant, nous allons parler risque. Parce que qui dit investissement dit risque et ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous gérez les risques liés à l'investissement que vous conseillez. Alors, tout d'abord, vous l'avez compris, il faut bien connaître le client, mais connaître le client d'une manière approfondie. Donc même, on est au-delà des aspects réglementaires sur ces sujets, parce qu'on aime bien savoir la psychologie du client, ses forces, ses faiblesses. Donc on a vraiment un échange profond et vraiment vrai avec le client. Et ça vous permet de ne pas mettre le client dans une boîte liée à un risque, parce qu'il y a plein d'indicateurs maintenant. Par exemple, on fait signer des documents aux clients. Vous avez pris ce qu'on appelle le SRRI,
c'est un indice lié à l'investissement, à la volatilité et compagnie. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est que vous donniez le bon conseil, que vous investissiez pour lui ce que vous feriez pour vous si vous étiez dans sa psychologie. Donc, nous n'aimons pas les boîtes, nous aimons la personne. Et donc, le risque est lié à la personne. Évidemment, le risque, il y a un aspect lié aussi à la volatilité. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de supporter une baisse de 30% de son portefeuille à un moment donné. Il n'est pas question de le mettre 100% en action. Et on l'a vu, les 30% de baisse, mais là, on l'a vu pendant le parti du Covid, mais là, tout le monde était obsédé par le Covid, donc personne ne regardait les marchés, mais ils ont quand même baissé de 30-35%. Et les valeurs, il y avait des variations très importantes. 2020, rebolote en 2022. Et puis voilà, moi je pense que depuis que je suis sur les marchés, ça doit être la 11e crise un peu rapide. Une crise, c'est quand les marchés baissent rapidement et qu'on baisse entre 15 et 30%. Rapidement. Bon, voilà. Donc le risque, c'est d'abord un travail d'analyse par rapport à la personne, et après c'est un travail d'analyse par rapport aux investissements dans lesquels vous mettez l'argent de vos chers clients. Donc il y a des, même si on est, mettons qu'un client soit long terme, 100% en action, ou le petit enfant qui a une vision longue, puisqu'il y a une vision à 15 ans, 20 ans, voilà, ça dépend. Mettons que vous mettiez 100% en action, il faut que la personne soit capable d'appréhender le risque de baisse, mais il faut surtout faire des choix de titres, donc de sociétés. Nous, on ne fait que du côté. Le don côté, c'est un autre sujet. Private equity, c'est un autre sujet. Nous, on fait que du titre côté, donc ils sont liquides. Vous pouvez tout vendre du jour au lendemain. Vous pouvez donner des titres en plus-value du jour au lendemain. Vous pouvez faire plein de choses. Si vous disparaissez et que la petite lumière apparaît, eh bien là, les titres, ils sont liquides après une succession. Donc ces titres, ils sont cotés. Et ce qui est important, c'est d'appréhender, évidemment, le risque sur Air Liquide ou sur Essilor ou de LVMH n'est pas le même que sur Vallourec ou sur ou CGG, pour prendre des titres très liés aux matières premières. Donc la gestion du risque, c'est vraiment lié à la connaissance de la personne qui vous confie de l'argent et des sociétés ou des supports dans lesquels vous investissez. D'accord. Alors, je donne un exemple. Par exemple, si vous prenez une obligation qui vous rapporte énormément d'argent sur le papier, si elle vous rapporte beaucoup d'argent, ça veut dire que le risque est important. Donc, il faut toujours relier ça. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, ça rapporte du 8%, donc c'est une superbe occasion, opportunité. » Oui, mais si ça te rapporte du 8%, ou du 10% ou du 11%, c'est parce qu'il y a un risque derrière et donc il y a un problème de rémunération du risque. C'est une affaire de professionnels, et ce qui est important, c'est que d'avoir en face de vous des gens qui travaillent en équipe. Donc, nous travaillons en équipe avec les gérants et analystes de Tiepolo, et on travaille aussi en choisissant, donc vous avez compris, des titres, des sociétés dans notre univers, mais on va chercher aussi des spécialités de gérants. On fait du stock picking de fonds, c'est ce qu'on appelle la multigestion. Oui. Et donc voilà, c'est un autre sujet. Ça permet d'équilibrer un petit peu ça les permet choses. De répondre, pas d'équilibrer, ça dépend du risque que le client est prêt à prendre. Ça permet de répondre à la problématique de notre cher client et de personnaliser la solution d'investissement. D'accord. Alors, autre question, en ce moment, on parle énormément d'écologie. J'aimerais un peu avoir votre point de vue sur les questions environnementales, sur tout ce qui est fait dans les entreprises pour essayer de répondre au mieux aux données de protection environnementale. Est-ce que ça a une influence considérable? Est-ce qu'il y a un marché de l'écologie? Est-ce que c'est important d'y investir ou au contraire, est-ce qu'il faut rester prudent? Quelle est votre attitude par rapport à cette question? C'est un sujet d'abord qui est très manichéen. Et il ne faut jamais être manichéen. Ensuite, là encore, on a mis des normes. Donc, vous avez des fonds qui sont article 9. Donc, c'était vraiment la panacée. Il fallait avoir un fonds article 9. Pourquoi 9? Bon, je vous le demande, mais voilà. Article 9 est une graduation. D'accord. Et alors, des fonds... C'est à peu près 75 milliards d'actifs gérés qui sont mis sur l'article 9, qui était la panacée. Puis il y a quand même quelques accidents qui se passent. Donc, il y a par exemple l'opération Orpea, où c'était une valeur qui était la plus belle fille du monde et qui répondait à tous les critères.
de l'écologie, peut-être une nouvelle religion. Voilà. Et puis, après, il y a les aspects controversés chez Total Energy. Bon, et puis très rapidement, on a vu qu'une partie de ces fonds qui étaient en article 9 sont déjà passés en article 8 depuis quelques mois. Et puis là, la mode, c'est de dire, non, on n'y arrive pas, donc on va partir en article 5, 6, 7. Voilà. Donc, c'est assez complexe. Et en fait, aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit vous êtes pragmatique comme chez Tiepolo, on ne s'amuse pas à acheter des bases de données des uns et des autres où tout le monde fait un peu la même chose. C'est un peu comme les agences de notation. Rappelez-vous, les agences de notation, pendant très longtemps, c'était le gardien du temple. Voilà, c'était extraordinaire. Puis après, il a fallu qu'il y ait quelques opérations de faillite d'E.ON, des opérations Wirecard en Allemagne. Et alors là, comme par hasard, les gardiens du temple qui s'appelaient agences de notation sont moins à la mode et puis ça change. Donc on en parle un peu moins. Bon, je pense que sur les aspects article 9, article 8 dans l'environnement, ça va être un peu la même chose. Ce qu'il faut, c'est être pragmatique. On n'a pas de boîte noire. On va voir les sociétés. Évidemment, nous avons une notation ESG. On est plutôt JSE, nous. D'abord la gouvernance. Oui. De l'homme qui fait la richesse des sociétés, c'est la partie sociale. Et en dernier, la Dame Nature. D'accord. Parce que, alors, c'est pas dire que je minimise la Dame Nature, mais je pense que dans l'ordre, ça peut être peut-être plus comme ça, clair, pour que ça soit cohérent par rapport à notre activité qui est de faire de la gestion. Bon, la Dame Nature, c'est pas le panthéisme des anciens temps. Bon, vaste sujet, mais on sort de notre domaine. Tout à fait. Donc, on est vraiment obsédé par ces aspects de gouvernance et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sociétés qui font des efforts. Il y a des choses utiles qui n'étaient pas faites avant, qui sont mises en exergue aujourd'hui. Très bien. Alors, on va terminer cette émission avec des conseils à nos auditeurs parce que c'est la déclaration fiscale. Et donc, voilà, est-ce que je vous donne 4 minutes pour un petit conseil aux auditeurs de Fréquence Protestante? Alors, vous avez compris que Tiepolo, c'est une société de gestion de portefeuille, donc agréée par l'AMF indépendante, et on fait de la gestion sans intermédiation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le client, un conseiller en gestion de patrimoine ou un CIF qui fait un travail d'aide patrimoniale et après Tiepolo. On a un contact direct avec les clients. Donc évidemment, on aide beaucoup les clients sur leurs aspects patrimoniaux, de donation succession et aussi de déclaration d'impôts, puisqu'on les aide, on les guide, on est souvent en relation avec leurs spécialistes, que ce soit un avocat spécialisé, un comptable spécialisé ou un comptable sur ces aspects-là. Et là, on essaye surtout de simplifier la vie des clients. Et simplifier la vie des clients, c'est quand même très compliqué quand vous vous amusez à jongler entre 2074 à 2044, à 2042, simplifier, voilà, tous ces aspects-là. Et ça ne fait qu'empirer. C'est-à-dire que je me demande toujours que font les 300... Alors, je ne sais plus si ce sont 300, c'est peut-être un vieux schéma que j'ai en tête. Et il y avait un ministère ou un secrétaire général sur la simplification. Il y a 300 personnes qui travaillaient à la simplification. Je ne vois que des choses qui se compliquent. Bon, alors aujourd'hui, ça veut dire, 1, il faut être bien conseillé pour bien faire sa déclaration. 2, il faut évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis directement, donc il faut les vérifier. C'est un peu comme la retraite. Les gens font pas attention, mais à la retraite, il faut regarder ses trimestres et il y a un peu de spécialistes. C'est bien d'être conseillé. Donc, vous avez vérifier les documents que vous recevez, les contrôler, regarder par rapport à ce qui a été bien reçu ou ce que vous devez. Alors, pour les valeurs mobilières, il y a des petites cases qu'il faut remplir sur les plus-values, les moins-values, qui n'est pas toujours très facile, les droits de garde que les gens oublient. Donc, on aide les clients sur cet aspect-là. Le problème le plus important, c'est quand même l'IFI. Oui. Ou l'IFI, bon, qui touche... moi, les gens qui râlent parce qu'ils sont à l'IFI, je dis, mais attendez, vous avez beaucoup de chance d'être à l'IFI, donc il ne faut quand même pas exagérer. Donc, et bien sûr, l'IFI, il y a des problèmes d'évaluation. Ça peut avoir des liens aussi avec des donations qui ont été faites. Donc, l'IFI, c'est un véritable sujet, surtout qu'il y a une déclaration qui est un peu la tarte à la crème à l'heure actuelle sur les déclarations immobilières que vous devez faire, évidemment. Les déclarations immobilières qui seront faites de manière approfondie va avoir une influence sur vos impôts locaux, mais les gens n'ont pas totalement compris ça, vont avoir une influence aussi sur les valorisations que vous avez mises dans votre IFI. Et comme tout est informatisé, ce sera très simple pour arriver à savoir que vous avez des incohérences entre votre déclaration IFI et cette déclaration que vous allez faire. Donc, on a besoin un peu de conseils. Oui. En terminant, je pense que la chose qui est importante, c'est plus on donne, plus on reçoit. Et si on donne,
Ça dépend de ce que... C'est peut-être un sujet un peu controversé, mais je pense qu'on a ça au centuple là-haut, c'est pas moi qui l'ai indiqué. Donc voilà, donc là c'est... donc il faut évidemment donner aux bonnes œuvres. D'abord donner à ses enfants, ses petits-enfants, ou vous avez des neveux, vous l'avez compris, mais donner aux bonnes œuvres, puisque notre chère République fait en sorte que quand vous donnez, vous avez 66% de réduction. Et, donc, voilà. Et sur l'IFI, c'est 75%. Exactement. Donc plus on s'entraide, mieux on se porte, et je pense qu'on aura ça au centuple là où vous l'avez compris. Bien sûr, nous l'avons compris. Éric d'Outrebente, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Et j'espère vous revoir pour de nouveaux conseils, et surtout donner. Merci. C'est notre affaire, des métiers et des parcours professionnels. Tiepolo, Éric d'Outrebente.